de l'OMS, c'est ce que nous verrons en fin de journal. Bonjour à tous, nous entamons ce journal par le début de l'Assemblée générale annuelle exceptionnelle virtuelle des Nations Unies. Eh bien, donc, dans l'enceinte de l'ONU, pour l'Assemblée générale, mais en pleine crise du Covid due à la pandémie du Covid-19, les voix des dirigeants ne résonneront pas cette année. Eh bien, donc, le bâtiment est quasi vide. Aucun dirigeant n'a fait le déplacement. Plutôt que de repousser cette grande messe diplomatique, les organisateurs ont choisi le mode virtuel avec des vidéos enregistrées. Lundi, dans son discours d'ouverture à la 75e Assemblée générale des Nations Unies, Antonio Guterres a mis l'emphase sur la nécessité de travailler ensemble pour améliorer la gouvernance mondiale, soulignant que la souveraineté nationale est un pilier de l'ONU, mais doit aller de pair avec la coopération internationale renforcée. La biodiversité sera à l'honneur avec un sommet mondial virtuel le 30 septembre. L'égalité de sexe sera également un sujet phare avec le 25e anniversaire du programme d'action de Beijing et l'organisation avec un événement de haut niveau sur le 1er octobre. Enfin, l'agenda 2030 et les objectifs de développement durable seront aussi en haut de l'agenda de cette année. Les 193 membres de l'ONU ont été invités à se faire représenter dans la grande salle de l'Assemblée générale au siège de l'ONU avec par pays un diplomate en mission à New York les 8 jours à venir. Eh bien, à cette occasion de la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies, le chef de l'État Ismaël Omar Guelleh a fait un discours relatant tout ce qui a été entrepris sous l'égide des Nations Unies, sans omettre de citer les nombreuses réformes qui ont été instituées en son sein pour s'adapter perpétuellement aux changements auxquels notre monde est confronté. Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le Secrétaire général des Nations Unies, Mesdames et Messieurs, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nous nous félicitons de l'organisation de cette session spéciale dédiée à la commémoration du 75e anniversaire des Nations Unies. Cet anniversaire est un moment symbolique de commémoration qui invite à entreprendre une œuvre de réflexion collective et poser un regard à la fois rétrospectif et prospectif. Nous réitérons notre profonde gratitude aux États qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, se sont réunis afin de fonder l'Organisation des Nations Unies, afin de trouver des solutions communes aux défis sécuritaires et économiques auxquels le monde était confronté. Il ne s'agit pas pour nous ici de dresser un inventaire exhaustif de nombreuses réalisations de notre organisation. L'architecture basée sur les règles qu'elle a contribué à instaurer et la promotion de la coopération internationale ont été déterminants dans la construction d'un monde plus sûr. L'énonciation de priorités claires et la définition d'un cadre d'action basé sur le partage de fardeaux entre les États ont permis d'avoir un impact significatif et de réaliser beaucoup des objectifs énoncés dans la Charte des Nations Unies. Si l'on reconnaît indubitablement les gains, il est également vrai que les Nations Unies ont toujours fait l'objet de critiques. Certaines sont subtiles et contribuent à fertiliser une pensée critique qui a permis d'identifier des pistes de réforme. D'autres sont accablantes et sont formulées sans nuance. Elles sont suffisamment connues, je ne les répéterai donc pas. Le résultat en est que les Nations Unies ont constamment été sommées de se réformer, de se réinventer, afin de continuer à garder une certaine pertinence et continuer à jouer un rôle central dans les affaires du monde. Ce dictat de l'adaptation constante n'a jamais été aussi urgent et vrai. Les assauts perpétuels que subissait l'organisation et la mise en crise de l'essence même du multilatéralisme ont été aggravés par la crise existentielle que pose la Covid-19 pour la communauté internationale.
La pandémie du Covid-19 a affecté tous les domaines d'action des Nations Unies et a remis en cause les gains obtenus en matière de réalisation du développement durable. Elle pose avec acuité l'urgence d'un réengagement massif en faveur d'une action collective globale. Nous exprimons notre profonde gratitude au secrétaire général pour l'élaboration de la réponse globale du Covid-19 et son rôle actif de porte-parole auprès des institutions financières multilatérales pour un soutien conséquent en faveur des pays vulnérables. Notre reconnaissance va à l'endroit de l'équipe UN 75 qui a lancé la plus grande conversation du monde, une vaste consultation à l'échelle du système des Nations Unies qui a permis de collecter les contributions de tous, en particulier des jeunes qui réverbèrent les préoccupations contemporaines concernant un avenir plus juste et des solutions créatrices visant à relever les défis du présent. Dans un monde incertain aux réalités mouvantes, nous devons réaffirmer avec force notre foi dans le multilatéralisme et l'importance centrale des Nations Unies. Tirons les leçons des 75 ans d'existence de notre organisation et attachons-nous à bâtir ensemble une trajectoire qui évite les périls et nous permette d'identifier les opportunités et les potentialités qui s'offrent à nous. Ce qui importe, c'est l'avenir. Il nous faut dès à présent se mettre à le forger. Merci de votre attention. Direction l'Éthiopie, une forte délégation djiboutienne est à Samara, la capitale de l'État phare de l'Éthiopie, pour participer aux cérémonies funéraires de feu Sultan Hamfare Ali Mirah de Aoussa, décédé samedi à Addis Abeba. La délégation conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed a été accueillie à l'aéroport international par le Sultan Ali Mirah, par le président de la région Afar, Haji Awal Arba, en présence de la présidente du Parlement régional Afar, ainsi que les principaux responsables. La délégation djiboutienne conduite par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed comprenait le président du Parlement, Mohamed Ali Ahmed, le ministre de la Défense, Hassan Omar, le ministre du Budget, Abdelkarim Adencher, le ministre de l'Environnement, Mohamed Abdelkader Moussa Halem, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Hassan Mohamed Kamil, celui de la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, ainsi que le chef de cabinet de la présidence, Mohamed Abdelkader, et des hauts responsables civils et militaires, dont le général de division, Mohamed Ali Taher. Les principales autorités fédérales éthiopiennes ont accompagné la dépouille mortière de feu Sultan Hamfare Ali Mirah jusqu'à l'aéroport de Samara, où la garde d'honneur éthiopienne a rendu un vibrant hommage aux défunts. On pouvait noter parmi les officiels éthiopiens, dont le président du Parlement fédéral d'Éthiopie, la ministre de la Construction, l'ingénieur Aïcha Mohamed Moussa, le président de la région Oromo et plusieurs hauts responsables éthiopiens. Une première cérémonie d'hommage s'est déroulée au sein de l'aéroport Ali Mirah et un vibrant hommage a été rendu donc par les officiels djiboutiens et éthiopiens aux défunts. C'est ainsi qu'en premier, le frère du défunt, le sultan Hamfare, Mohamed Omar Ali Mirah, a fait un portrait détaillé sur la scolarité, le parcours politique, la lutte menée par le défunt durant sa longue carrière pour la démocratie en Éthiopie contre le régime du dernier de Mengistu. Il a souligné qu'après 1991, le sultan Hamfare a finalisé les efforts pour l'avènement et l'autonomie de la région Afar en Éthiopie. Il s'est opposé farouchement, a-t-il dit, contre le tribalisme, un fléau qu'il a combattu jusqu'à son dernier souffle.
Ainsi comme vous le voyez sur ces images, le défunt Ali Mirah a été mis en terre. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. De son côté, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a rendu un hommage vibrant à feu à Anfar Ali Mirah à l'aéroport de Samara. Il a transmis les condoléances du président Guelleh à l'assistance et a souligné que le défunt Sultan Anfaré était un homme politique courageux, ardent défenseur de la cause des Afars en Éthiopie et partout où ils vivent. Et suite au décès de feu Sultan Anfar Ali Mirah, décédé ce samedi à Addis Abeba, les condoléances affluent à la radiodiffusion de Djibouti, comme l'honorable député Ali Ahmed Hassan, Kamil Mohamed Ahmed, Abdou Kamil, président du conseil régional de Bok, Mohamed Ahmed Ismail, directeur régional de la société Harmonica, Jilani Hassan, le chef du village de Dailou, Dada Ali Angado Hassan, Mohamed Ali Omar, conseiller technique à la préfecture de Bok et ancien chef du cabinet à la primature, Gorah Meike Otto, Ahmed Saïd, président du parti Fruit de Bok, Mohamed Ali Mohamed Warke, Okal, Aqil de la générale de la région. Dans l'actualité également, le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmed Cheikh, a reçu hier le nouvel ambassadeur de la République de Philippines en République de Djibouti, ayant pour résidence en Éthiopie, monsieur Sulpicio Confiado. Les discussions entre le ministre et l'ambassadeur ont porté sur le voies et moyens de renforcer les relations entre les deux pays en matière notamment de relations d'amitié, de fraternité dans tous les domaines. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, accompagné d'une importante délégation, s'est rendu dimanche dans la localité d'Ali Adé, dans la région d'Ali Sabi. La délégation était composée du ministre, du préfet de la région, Moussa Aden Migane, du président du conseil régional, Omar Ahmed, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hissène Hassan Darar, du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, du représentant du HCR, du secrétaire général de la Commission nationale de l'UNESCO, Mohamed Moussa. La délégation s'est déplacée pour une visite vers le centre d'examen des épreuves du certificat High School Graduation programmé entre jeudi 17 et jeudi 24 dans la salle Nelson Mandela School. Cet examen, composé par des enfants réfugiés à Ali Adé, constitue une preuve tangible de l'engagement du pays envers les plus vulnérables, particulièrement les enfants des familles qui ont fui les affres de la guerre et qui ont trouvé refuge à Djibouti. Le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle a dit dans son intervention que les 32 candidats munis de leur masque de protection ont été placés dans des meilleures conditions afin de faciliter les responsables du centre d'examen ainsi que la direction des examens des concours. Il a souligné que le certificat High School Graduation donne aux futurs lauréats les clés de la poursuite universitaire et le MENFOP travaille déjà à boucler la boucle en impliquant le ministère des études supérieures dans le processus pour permettre à ces élèves de toucher du doigt leur rêve, celui de se former pour pour s'extirper de l'obscurité et surtout de la dépendance.
Et dans le cadre de cette visite toujours à Ali Sabieh, le MENFOP Moussafa Mohamed Mahmoud est allé à la rencontre des sages et des Oukal du village d'Aliadé. Il a effectué ce déplacement en compagnie des parlementaires de la région, de représentants du HCR, SACOR, du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, et des autorités locales d'Ali Sabieh. La délégation a reçu un accueil de plus chaleureux par une population en liesse. Eh bien, donc, le ministre est allé donc au centre d'examen, attendant salle du baccalauréat. Les sages et les locales, ainsi que les autorités locales et les parlementaires, ont exprimé leur sincère remerciement au ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle qui a concrétisé la promesse du chef de l'État, Ismaïla Omar Guelleh, permettant aux enfants des réfugiés de passer le bac à Djibouti. Le ministre a rappelé que ces derniers jours, le MENFOP est engagé dans de nombreux chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures scolaires. Cet engagement s'inscrit dans la politique du président afin d'offrir une école inclusive et de qualité à tous les enfants. Fin de citation. De son côté, le représentant du HCR, M. Sakor, a rendu un hommage vibrant aux autorités politiques publiques djiboutiennes qui viennent d'écrire, a-t-il dit, une nouvelle page dans l'histoire de l'hospitalité légendaire de notre pays à travers cet examen du baccalauréat offert aux enfants des réfugiés. Qui s'inscrit dans la légende, Djibouti vient de franchir un grand pas en offrant l'examen de baccalauréat aux enfants réfugiés. Je demande à tout le monde d'applaudir parce qu'on vient de vivre la réalisation du promesse du chef de l'État, son Excellence Ismaïla Omar Guelleh, un homme de parole. Il a réalisé ce qu'il a dit, l'engagement, en 2016 au sommet de New York. Je vous remercie. Et de son côté, le ministre de l'Éducation nationale de la formation professionnelle, Moussafa Mohamed Mahmoud, s'est dit heureux de participer à cet événement historique. Les épreuves se poursuivent normalement, a-t-il dit, dans de bonnes conditions et l'organisation globale de l'examen du bac se déroule de manière très satisfaisante. Une intervention que je propose de suivre. Vraiment très heureux et très fier d'assister vraiment à cet événement qui est, comme l'a très bien dit, un événement historique. Et cette promesse, aujourd'hui, elle se réalise. Elle se réalise et nous avons assisté au déroulement de l'épreuve du jour, à savoir bien sûr l'épreuve d'anglais qui commence aujourd'hui. Donc aujourd'hui jusqu'au 24, nous avons donc les épreuves qui vont se dérouler. Et lors de notre supervision, bien sûr, en voyant que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions, les candidats se trouvent dans de bonnes conditions, la surveillance elle est également parfaite, l'organisation globale sont vraiment très satisfaisantes. Vraiment, comme je disais tout à l'heure, je reste très ému. Je reste très ému parce que, comme je disais, hier, j'étais sur le lac Abbé, dans la sous-préfecture de As-Ela, pour la pose de pierre de la future école du lac Abbé. Mais après, nous sommes venus à As-Ela pour inaugurer une école préscolaire. Et puis aujourd'hui, nous sommes ici en train de superviser les épreuves du baccalauréat pour les élèves réfugiés présents donc sur le sol national. Et en ce moment où je vous parle également, une construction est en finalisation, en fin de travaux dans la région de Dora, notamment l'école de Magdoul, mais également l'école de Bouya, en passant par l'école du Gagadé. Je reste encore fier, après 20 ans, à la date bien sûr de la tenue des États généraux, de voir que le territoire national est quadrillé par nos écoles. Et je me permettrai même de dire Mabrouk au président de la République pour sa vision, bien sûr, et sa politique éducative, une école pour tous, de qualité et inclusive. Restons dans l'actualité nationale toujours. Le colonel Waïs Omar Bougaré, commandant de la garde-côte, accueilli hier 21 septembre dans l'enceinte de la Direction générale des gardes-côtes à l'Escale, le nouveau commandant des forces françaises stationnées à Djibouti. Le général Stéphane Dupont, dans le cadre de sa tournée de prise de contact avec les autorités militaires du pays.
Lors de leur entretien, le commandant de la garde-côte, le colonel Waes Amr Boghoré, et le commandant des forces françaises stationnées à Djibouti, le général Stéphane Dupont, ont affirmé ensemble leur volonté commune de développer davantage la coopération et la coordination entre les deux institutions dans le cadre des relations historiques privilégiées entre la République française et la République de Djibouti. Le colonel Waes Amr Boghoré a présenté brièvement au commandant des FFDJ à Djibouti un exposé sur les différentes missions dévolues à la garde-côte et ses différentes installations placées stratégiquement sur l'ensemble des côtes djiboutiennes. Le général Dupont a quant à lui s'est dit donc a apprécié l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à son arrivée à la garde-côte. Il a en outre loué le développement et les avancées majeures enregistrées en si peu de temps par les gardes-côtes djiboutiennes en mettant en relief les bonnes relations entre les forces françaises stationnées à Djibouti et les gardes-côtes. L'entretien entre les deux responsables s'est achevé par une courte visite de moyens navals de l'institution. Et de là, nous allons parler du Covid-19, mais à l'échelle mondiale, plus de 60 pays riches adhèrent au dispositif d'accès au vaccin de l'OMS. Alors que de nombreux pays ne disposent pas de ressources pour mettre au point leur propre vaccin, l'Organisation mondiale de la santé a annoncé il y a quelques semaines le lancement en collaboration avec l'Alliance du vaccin Gavi, un dispositif d'accès donc au COVAX, ce Covid-19 Vaccine Global Access. Plus de 90 pays ou entités à revenus faibles et moyens ont rejoint le dispositif ainsi que 64 pays à revenus élevés, a indiqué l'OMS dans un communiqué. Ces derniers comprennent les engagements de la Commission européenne au nom des 27 États membres de l'Union européenne, plus la Norvège et l'Islande. Les États-Unis, qui ont officiellement confirmé le retrait de l'OMS depuis juillet, ne figurent pas sur la liste de ce vaccin. Fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à toutes et à tous.